Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h avec Philippe David. Mon cher Philippe David. Oh, ça va bien, ma chère Cécile? Oui, très bien, je suis ravie de vous retrouver. Ravi de vous retrouver. Vous me permettez de passer un petit message personnel? À qui? À ma sœur Evelyne qui fête ses 70 ans aujourd'hui et je voulais absolument lui souhaiter un très bon anniversaire. Day to you. Happy birthday to you. On aurait pu lui faire Happy birthday to you, Mr. Sir of the Philippe David. Hein, c'est ça? 70 ans? Oui, 70 ans aujourd'hui. Ça va bien, Radio Libre. Non, mais n'importe quoi. Mais quoi? Elle sera plus habillée que Marilyn. Ouais. Oui, c'est vrai. Qui ça, moi? Je suis trop habillée, c'est ça que vous voulez dire? Non, au contraire. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec nos invités et bien entendu nos éditorialistes du jour. Dans un instant que l'on vous présentera. Allez, au sommaire de cette émission, le mouvement de colère des agriculteurs se généralise à tout le pays avec des routes bloquées partout en France. À cette colère s'ajoute aujourd'hui celle des taxis contre l'assurance maladie, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que le conflit des agriculteurs est en train de s'étendre au taxi en attendant peut-être d'autres corps de métier? Est-ce que vous soutenez ces mouvements? Avec ces révoltes, Gabriel Attal fait face à sa première crise. Qu'attendre du nouveau Premier ministre? Notre premier débat, agriculteurs-taxi, est-ce un mouvement comparable aux Gilets jaunes? Eh bien, vous dites oui à 65%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on en parlera avec un sociologue. Jean-François Amadieu sera avec nous, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Et puis, le coup de projecteur, c'est à 18h30. C'est la conséquence de la fin du bouclier tarifaire. Les tarifs de l'électricité vont augmenter de quasi 10% au 1er février. Comme une mauvaise nouvelle ne vient pas seule, forcément, la hausse des prix des complémentaires santé atteindra aussi également 10% en 2024 selon les calculs de l'UFC. Que choisir? Alors parlons vrai, est-ce que ce retour d'une taxe, parce que c'est une taxe, c'est pas l'électricité qui augmente, qui va rapporter la bagatelle de 6 milliards à l'État, c'est pas finalement un impôt déguisé? Est-ce que les baisses de remboursement par la sécurité sociale obligent les mutuelles à prendre leur lait et augmenter leurs tarifs? Et c'est également une hausse de cotisations, qu'on le veuille ou non, parce que les cotisations, elles ne baissent pas. Il faut trouver 12 milliards minimum. Est-ce que vous voyez venir des hausses d'impôts dans les semaines et les mois à venir? Hausse de l'électricité et des mutuelles, sommes-nous en train de payer le quoi qu'il en coûte? Eh bien, vous dites oui à 88%. Toujours le même numéro, le 0826 300 300 pour réagir. Et on vous souhaite la bienvenue. Et nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Comment ça va, Philippe? Très très bien. Très heureux. Très bien. Avec un autre président en face de lui, un autre ex-président, François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'Institut du Parlement. Voilà. Je vais créer cela pour être président de quelque chose. C'est ça. C'est chic. Et la présidente La future présidente de la République, soyez assez aimable. Je pense que dans 2 quinquennats, ça sera moi. Donc, je prends déjà les noms, les notes. Tout ça, quand nous ça. reviendrons au Cécile, pouvoir. Je dirai qui a caché des gauchistes pendant la guerre. Je sais exactement, je connais vos noms exactement. Françoise de Gaulle au pouvoir, comment on fait pour demander l'asile politique à la Corée du Nord? Parce que je pense que ce sera même plus sympathique qu'avec elle au pouvoir. Non, attendez qu'elle ait un programme, parce qu'en ce moment, c'est pas facile. La gauche, s'il suffisait d'avoir un programme pour se faire élire. Ça se saurait. En tout cas, bienvenue à tous avec ce numéro 0826 300 300. Et c'est Francis qui est avec nous de Narbonne. Bonsoir Francis. Bonsoir. Bonsoir sur radio et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Francis. De quoi parle-t-on dans un instant? Je voudrais pousser un petit coup de gueule aux féministes, un bon coup de gueule. Parce que j'estime que l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas si juste que ça. Ah écoutez, on en parle dans un instant. Vous bougez pas. En attendant, vous laissez si juste que ça. Si juste. On en parle dans un instant. Et en attendant, vous nous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute. Oui, bonjour, ici M. Saint-Germain, Joël, voilà, je me permets d'appeler. Suite aux manifestations des agriculteurs, parce que je trouve, à mon avis, qu'on se trompe un peu de cible, parce qu'aujourd'hui, c'est la FNSEA qui mène toutes les manifs et les discussions avec l'État, alors que le président a signé pour que le GNR soit taxé. On importe beaucoup de céréales et surtout nos coopératives
qui font arriver des céréales de l'étranger et qui vont les faire produire pour nous les ramener. C'est eux qui négocient tout pour nous. Moi, je suis producteur de volailles et de canards gras. L'entreprise pour qui je travaille a passé plusieurs augmentations à la grande surface, à la grande distribution, et nous, aucune répercussion. Donc, je pense que c'est surtout les coopératives qui s'engraissent sur notre dos. Et j'aimerais bien qu'il y ait un débat qui s'ouvre là-dessus. Merci. Au revoir. Ouais, ce débat sur les agriculteurs. Oui, moi je peut-être. Allez-y. D'abord, c'est vrai que les négociations ont été. François, elle prend la parole. Ah non, pardon, j'avais compris. D'abord Françoise. Non, excuse-moi. N'a plus l'habitude. Non, c'est pas ça. Pardonne-moi. Je pense que oui, c'est vrai. Les négociations sur le GNR ont été menées depuis novembre avec la FNSEA, c'est évident. Mais surtout, ce qui est intéressant, on rentrera tout à l'heure dans les détails des coopératives, des qui gagnent plus d'argent que l'autre, et des traités de libre-échange, mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, notre ami, dans ce coup de gueule, c'est que en réalité, la FNSEA ne tient pas grand-chose en ce moment sur les barrages. Samedi soir, moi j'ai tous les copains de Haute-Garonne qui m'ont raconté que le représentant de la FNSEA de Haute-Garonne s'est fait huer totalement par l'Assemblée Générale. Idem sur un certain nombre d'autres barrages dans un certain nombre d'AG. Il y a quelque chose qui déborde et qui dépasse très largement le cadre de la FNSEA, et ça n'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Allez, l'autre François. Je voulais réagir de façon humoristique puisque notre auditeur avait dit que la coopérative s'engraissait sur le dos des producteurs de foie gras. Donc un comble, mais plus sérieusement... c'est un vieux débat dans le monde agricole de savoir si la FNSEA défend bien les intérêts des agriculteurs ou est-ce qu'elle n'est pas un peu trop dans la négociation avec le pouvoir en place, quel qu'il soit d'ailleurs, et par ailleurs qui tient de fait beaucoup de manettes dans la gestion de la banque, le crédit agricole, l'assurance, la MSA, la cogestion des coopératives. Bien sûr. Mais moi je constate quand même qu'élection après élection, quand les agriculteurs sont appelés à voter pour désigner leurs représentants, c'est quand même la FNSEA qui arrive très largement en tête, même si la coordination rurale a émergé et que la Confédération paysanne demeure surtout dans certains territoires. Donc attention à ne pas tomber, à mon avis, dans l'excès qui consisterait à dire ça y est, c'est terminé, la FNSEA ne représente plus rien aux yeux des agriculteurs. Non, Tout a été dit. Allez, on retourne au standard avec Francis qui nous appelle de Narbonne avec ce coup de gueule sur l'égalité femmes-hommes qui n'est pas tout à fait juste selon vous. Ça veut dire quoi ? Alors, en fait, j'estime que aujourd'hui, on a du mal à converser avec des femmes, leur dire bonjour, on a toujours l'impression de les déranger. On a une ambiance un petit peu pourrie. Je voudrais quand même leur rappeler que si on était égaux, la nature s'en serait déjà occupée. Pour moi, l'homme et la femme ne seront jamais égaux parce qu'on est complémentaires, tout simplement. Les femmes, vous avez des avantages que nous, on n'a pas, comme par exemple la beauté, la grâce. Les femmes, c'est intelligent, il faut le reconnaître, c'est malin. Nous, on a la force physique, on a plein d'autres avantages. En cela, nous sommes complémentaires. Donc, aujourd'hui, la mentalité, elle est un peu désagréable. On a l'impression que les hommes, on est sales. Alors, je voudrais dire aux féministes que si elles n'aiment pas les hommes, au moins qu'elles les laissent tranquilles, qu'elles arrêtent de les salir. Dégoûte pas les autres. C'est un peu, vous êtes inspiré de l'édito d'Elisabeth Lévy ce matin et dans les vrais voix hier. Exactement. Mais moi, je trouve ça assez joli de dire que les hommes et les femmes sont complémentaires. Oui. Mais bien sûr, ça tombe il ne nous connaît pas. Comment peut-il dire que les hommes n'ont pas la grâce ? D'abord, les hommes ont la beauté et la grâce. Regardez juste Alain Delon et vous comprendrez que ça vaut 10 milliards de beauté de femmes. Alain Delon, bien sûr, de l'époque de Plein Soleil. Mais il n'y en a pas des masses. Moi, j'aime pas. Je m'engueule très souvent avec ma copine Elisabeth Lévy parce que j'en ai marre de ces femmes qui relaient les pleurnicheries. Je lui ai dit, je lui redirai, les pleurnicheries des hommes. Écoutez, allô maman bobo, les femmes sont très méchantes avec vous. Il faut quand même pas délirer. Écoutez, on en est à 3000 ans de domination masculine. Si nous étions si égaux, normalement, on aurait dû partager les responsabilités. Ça n'a pas été le cas. Je comprends le malaise que peuvent ressentir les hommes, mais de là à faire des hommes des victimes, une victimologie de l'homme qui aurait peur, qui serait angoissé désormais, réglez votre problème psychologique, c'est-à-dire arrêtez d'avoir peur d'être castré en permanence, arrêtez d'avoir peur qu'on vous enlève en permanence du pouvoir, arrêtez d'avoir peur en permanence du coup. Non, là où vous abusez, c'est qu'il y a les machos dans la vie, et il y a pire que les machos, il y a les machas. Mais il faut une réponse. Voilà, les machas, c'est affreux. François de Rugy. Non, mais
je pense que notre auditeur confond quand même un peu égalité et uniformité. Oui, c'est vrai. Il peut y avoir l'égalité des droits. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus dans l'évolution actuelle, c'est que ce que moi j'appelle les néo-féministes, elles ne sont plus pour l'égalité. C'est ça qui est grave. Moi, j'ai connu ma maman qui était, à sa façon, je pense, une féministe qui était pour l'égalité. Et aujourd'hui, on entend tout un discours sur systématiquement créer des droits spécifiques pour les femmes et faire une différenciation qui amènerait, et d'un point de vue juridique, je serais intéressé d'entendre Philippe Bilger sur le sujet, ça amènerait un droit particulier. C'est-à-dire qu'on le voit par exemple sur la question des féminicides. On a 2 secondes. Si on met dans le code pénal féminicide, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un homme, c'est arrivé récemment, est assassiné par sa femme, sa conjointe, dans le cadre d'une violence conjugale? Ça sera quelle qualification pénale? D'abord, je ne vous demande pas de révéler mes lacunes, vous me posez des questions, mais j'approuve totalement Françoise qui le disait en rigolant. Je déteste les machos, j'ai une sainte horreur de la virilité masculine, mais je déteste les machas. Également, c'est les pires adversaires des femmes, c'est les femmes. Merci beaucoup Francis, en tout cas pour ce sujet. Vous avez vu qui crée un consensus absolu. Qui crée surtout avec Francis. Un débat. Non, Cécile est d'accord avec Francis. Moi aussi, je suis d'accord avec Francis. Bien sûr, c'est les machas. Les machas sont là. Elisabeth, Cécile, oui, bien sûr. Allez, merci Francis, vous restez avec nous. Allez, une émission spéciale sur les matchs. On en sache un peu plus quand même. Est-ce qu'on peut y aller ou pas, les amis? Allez, 0826 300 300 dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et avec vous le réquisitoire du procureur. La justice italienne est intelligente. Allez, on en parle dans un instant. On fait une petite pause. Vous êtes les bienvenus, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite, s'il vous plaît, on vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Qu'est-ce qu'ils sont bavards. On adore se retrouver. En fait, je pense qu'ils se taisent pendant une semaine et dès qu'ils arrivent aux vraies voix, c'est l'exutoire. On avait une frustration de François. Mais vous n'étiez pas là le 5 janvier. Moi, j'étais là le 5 janvier. Nous, on était là. Voilà. Vous étiez en vacances. Philippe Bilger est avec nous. Qu'est-ce qu'il faisait là le 5 janvier? Françoise Devois. Il gardait le studio. Ah bah oui. Toi, tu rentres. Il y a eu une émission non-stop avec notre ami Frédéric Brun. Il n'était pas contredit, il était seul. Et François de Rugy, bien entendu, est avec nous. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, c'est dans un instant. Les 3 mots, Félix. Agriculteurs, deuil et normes, avec évidemment cette collision mortelle qui endeuille la mobilisation des agriculteurs ce matin à Pamiers, en Ariège. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal promet de s'attaquer au chantier de la simplification des normes pour eux. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous posez cette question, monsieur le procureur, la justice italienne est-elle équivoque sur le salut fasciste? Oui, même à l'époque où le syndicat de la magistrature était au zénith, je trouvais que la magistrature italienne, dans sa définition de gauche, voire d'extrême gauche, était infiniment plus intelligente et subtile que notre syndicat de la magistrature. Et là, je vois avec grand plaisir la manière dont elle distingue le salut fasciste qu'elle considère admissible lorsqu'il se déroule dans un cercle privé ou de manière commémorative, si c'est français. En revanche, elle considère qu'il est intolérable et sanctionnable à partir du moment où il s'inscrit dans une volonté de faire revenir l'État fasciste ou quelque régime extrémiste que ce soit. J'aime énormément la justice intelligente. Je ne critique pas forcément la justice française, même si je peux être tenté de le faire parfois, mais j'aime bien cette subtilité italienne qui, sur tous les sujets, ne prend jamais les choses en gros, mais au détail. C'est une marque de fabrique, mais qui est instruite par l'histoire. Bon, vous savez tous que je vis en partie en Italie, et j'ai découvert, au fil de ces années, cette subtilité-là, notamment pour une bonne et simple raison, c'est que plus jamais Mussolini. Et ce qui est valable pour la justice italienne est valable, par exemple, dans ce système électoral et la loi électorale et la constitution italienne qui a l'air si complexe à nos yeux, mais qui en réalité est entièrement fabriquée à tous les niveaux et à toutes les étapes de la fabrication pour que jamais un homme seul ne puisse prendre le pouvoir et faire ce que Mussolini a réussi à faire, c'est-à-dire s'emparer aussi des institutions de manière plus brutale d'ailleurs qu'Hitler. Donc c'est vrai qu'il y a une subtilité, on a une tendance à caricaturer en permanence l'Italie. Elle
il y a une subtilité dans le droit constitutionnel. En revanche, l'Italie n'a pas fait sa démussolinisation. Ça, c'est évident. François aussi. de Rugy. Alors moi je ne connais pas cette subtilité du monde judiciaire italien. En revanche, je partage ce que vient de dire Françoise de Gois sur le fait que on a un peu tendance en France à se sentir supérieur d'une manière générale, et notamment vis-à-vis de nos voisins, moi que je trouve un peu nos cousins italiens d'ailleurs, parce qu'on a quand même beaucoup de points communs avec les Italiens. Et je veux dire que ça m'avait beaucoup choqué, par exemple au moment du Covid, quand l'Italie a décrété le confinement. Beaucoup de commentateurs français, des responsables du gouvernement français, ont dit ah oui non mais les Italiens ils font le confinement en les prenant vraiment de haut et avec presque du mépris, en disant mais c'est parce que leur système de santé est complètement nul, nous jamais ça nous arrivera. Et une semaine plus tard on faisait exactement la même chose. Et pour avoir rencontré quand j'étais président de l'Assemblée nationale par exemple mes homologues italiens et italiennes, j'avais trouvé ça très enrichissant et très intéressant. Merci beaucoup en tout cas Philippe Bilger pour ce réquisitoire. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont agriculteurs, deuil et normes. Le mouvement des agriculteurs endeuillés par cette collision ce matin dans l'Ariège. Une exploitante est morte alors qu'une voiture a foncé à la Pamiers de façon apparemment non intentionnelle sur ce barrage. Le ministre de l'Agriculture se rend sur place ce soir. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Gabriel Attal promet de travailler sur la simplification des normes avec les représentants du monde agricole. Les vraies voix Sud Radio. Le rassemblement des agriculteurs a pris une dimension tragique ce matin à Pamiers en Ariège sur la RN 20. Une voiture a foncé sur un barrage de façon non intentionnelle, semble-t-il. Une agricultrice âgée de 35 ans est morte. Sa fille de 15 ans se trouve entre la vie et la mort. Son conjoint âgé de 40 ans se trouve lui aussi gravement blessé. L'émotion est grande ce soir sur place, notamment chez Clémence Billard, présidente des jeunes agriculteurs de l'Ariège. Une personne très investie qui était toujours là à nos côtés dans tous nos combats. Une fille avec qui j'étais au lycée, donc on a partagé les mêmes bancs du lycée. Nos premières années, elle avait déjà cette force et cette âme de défendre le monde agricole. Alexandra qui nous a quittés dans des conditions dramatiques puisqu'on avait prévu d'organiser cette mobilisation. Et Alexandra avait fait le choix de rester là, de passer la nuit là, sur cette mobilisation qu'on avait organisée, qui durait déjà depuis quelques jours. Donc voilà, j'ai une pensée pour Alexandra et tous les combats qu'elle a menés à nos côtés. C'était une petite femme qui me ressemblait un peu d'ailleurs. Autre propos recueilli par Christine Bouillot pour Sud Radio tout à l'heure à Pamiers en Ariège. Sébastien Durand, vice-président de la FNSEA dans le département. Il est aussi maire de Saint-Félix de Tournegat, le village où l'agriculteur est conseiller municipal. C'est un drame pour notre agriculture. Moi, je suis vraiment encore plus touché parce que j'ai organisé le rassemblement. En plus, Jean-Michel, c'est un de mes conseillers municipaux. C'est une famille très, très engagée dans le domaine agricole. Et plus particulièrement Alexandra, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est décédée. Elle était très entreprenante, très dynamique. Elle vivait que pour le monde agricole. Et il faut voir l'évolution de leur exploitation. Elle était croissante au fur et à mesure des jours. Elle se battait pour notre métier. Elle était fière de nourrir la France. Dans la voiture qui a foncé sur le barrage, encore une fois de façon non intentionnelle semble-t-il, 3 personnes, un homme et 2 femmes de nationalité arménienne sous OQTF. Philippe Lacube, le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, en appelle chacun à rester digne ce soir. Une vraie douleur, on est meurtri, on est dans la peine, on est dans les larmes. C'est un moment particulièrement difficile, c'est un terrible drame. La justice fera son travail. Aujourd'hui, notre seul souci c'est d'être auprès de la famille. Ce soir, le ministre de l'Agriculture va descendre dans l'Ariège. Donc, nous sommes républicains dans ce département. Donc, nous avons décidé de l'accueillir sur un accueil très protocolaire, très républicain, où il ne sera nullement question ni de revendication ni de quoi que ce soit. Il sera simplement question de passer quelques minutes de recueillement auprès du ministre. Et pas plus. Dossier signé Christine Bouillot à Pamiers dans l'Ariège pour Sud Radio. C'est un coup dur pour les agriculteurs. J'ai remarqué pour une fois, et c'est très rare, la parfaite tenue de toutes les déclarations politiques. Que ce soit de la gauche, de l'extrême gauche et évidemment de la droite. Ouais, moi, ça me met vraiment les larmes aux yeux, j'imagine. Mais comme nous tous, je vois que vous avez l'œil qui mouille aussi un peu. Parce que voilà, c'est un drame. Et vous disiez la remarquable tenue des déclarations politiques, la remarquable tenue de l'Assemblée cet après-midi. J'ai regardé avant de venir les questions au gouvernement.
c'est normal que les députés se lèvent une fois, mais ils se sont levés 5 ou 6 fois à l'unisson, chaque fois qu'un groupe a pris la parole, un député en disant « je redis notre affection à cette famille », et à chaque fois l'Assemblée s'est levée. Il y avait quelque chose qui n'était pas fin, qui était vraiment, qui n'était pas électoraliste, qui était vraiment simplement de l'émotion de cœur à cœur. Ça m'a beaucoup touché cet après-midi. Voilà, c'est suffisamment rare pour le signaler. Oui, on signale tellement les débordements que là c'était classe. Hein, François, vous avez regardé ça? Non, je n'ai pas regardé la séance des questions au gouvernement, mais heureusement qu'il y a des moments où il peut y avoir un peu de communion nationale qui se retrouve à l'Assemblée. Parce que je pense que ça se retrouve dans le pays. Allez, le ministre de l'Agriculture, on l'entendait, qui est attendu en Ariège. En attendant, Marc Fesneau est monté au créneau tout à l'heure face à l'opposition, justement, à l'Assemblée nationale. Dans des moments aussi graves que ceux qu'on traverse, je pense que chacun doit faire aussi son examen de conscience, si je peux me permettre. Moi, je vais vous dire ce que j'entends des agriculteurs. J'entends des agriculteurs qui en ont marre, qu'à longueur de plateau, qu'à longueur de reportage, qu'à longueur d'expression, on vienne dénigrer leur travail, on vienne faire croire que notre agriculture ne serait pas la plus vertueuse, la plus qualitative, la plus respectueuse de l'environnement, en France et à l'international. C'est ça qui leur fait du mal aussi. Quant au Premier ministre Gabriel Attal, il promet lui de répondre à la détresse agricole sur le fond et notamment sur la question des normes. Nous avancerons également sur la question des normes et de la simplification. Nous avons engagé un travail avec les représentants des agriculteurs qui nous feront remonter toutes les propositions. Nous regarderons toutes les propositions et nous prendrons toutes les mesures utiles et nécessaires dans le cadre du projet de loi porté par le ministre de l'Agriculture. Oui, nous allons avancer sans tabou, sans faux semblants, avec une détermination et avec la mobilisation de cette majorité qui, elle, n'a jamais fait défaut à nos agriculteurs. Et on continue évidemment à en parler avec le grand débat des vraies voix. Absolument, merci beaucoup Félix Mathieu. Alors que la colère des agriculteurs, vous l'avez entendu, continue de gronder dans tout le pays, eh bien les taxis préparent eux une manifestation demain à Toulouse contre le covoiturage sanitaire obligatoire avec cette question, Philippe. Oui, est-ce que vous pensez que le conflit des agriculteurs est en train de s'étendre aux taxis en attendant à d'autres? Est-ce que ça peut être un mouvement comparable aux Gilets jaunes? Eh bien pour le moment, vous dites oui à 68%. On vous attend vos appels au 0826 300 300. Et Jean-François Amadieu est avec nous, sociologue et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Petite question rapide avant de partir en pause. Est-ce que les artisans et les paysans sont-ils les mal aimés finalement? Non, mal aimés de qui? Les Français apprécient les agriculteurs. Il y avait encore un sondage de l'IFOP au mois de novembre. Et non, l'image reste très bonne. Et d'ailleurs, en général, les Français aiment bien les petits contre les gros. Voilà. Et les agriculteurs, ils les aiment bien, en fait. On en parlera dans un instant. 0826 300 300. L'antenne est ouverte. On est ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Bienvenue à tous. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Sur le CD. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver comme tous les jours jusqu'à 19h avec nos Vraies Voix du jour. François de Rugy est avec nous, ancien député, ancien président et ancien ministre et ancien même président de l'Assemblée nationale, décidément, et nouveau dans Les Vraies Voix. On est ravis de l'accueillir. Nouveau, nouveau, il est plus nouveau que vous, Françoise. Oui, c'est une renaissance en quelque sorte. Il n'est pas usé comme vous, Françoise. Excusez-moi, je sais que vous étiez en train de chercher la vanne, évidemment, pour m'emmerder. Mais je m'en fous. On dit pas ça à l'antenne. Oui, c'est vrai, on n'a plus le droit. On est poli, on est sage et on parle correctement. Voilà, c'est ça. On parle de vacherie de Cécile de Ménibus. À chaque instant. Évidemment, oui. C'est quelle vacharde celle-là, je te jure. Miaou, miaou. On peut y aller? Oui, bien sûr. Je suis un peu la maîtresse d'école ce soir. C'est pas moi. La mère Tabdur est là. Allez, on vous souhaite la bienvenue tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. On est là, il y a 150, 200 tracteurs qui arrivent. Là, ça va bouger. On ne partira pas tant qu'on n'aura pas une réponse forte de l'État. J'appelle à tous les artisans à soutenir nos agriculteurs. Parce que finalement, les difficultés, même si elles ne sont pas les mêmes, on se rejoint dans des problématiques qui sont énormes. Aujourd'hui, c'est ici. Mais pour moi, la prochaine étape, c'est pareil. Il faut les faire trembler. On veut moins de contraintes, on veut moins d'emmerdes, on veut qu'on nous laisse travailler. C'est plus possible. Et la troisième étape, si Paris ça bouge pas, c'est l'Europe, c'est Bruxelles.
Et ce mouvement de colère des agriculteurs se généralise dans tout le pays avec des routes bloquées un petit peu partout en France. À cette colère s'ajoute celle des taxis contre l'assurance maladie, Philippe. Alors parlons vrai, est-ce que le conflit des agriculteurs est en train de s'étendre aux taxis en attendant peut-être d'autres corps de métier? Est-ce que vous soutenez ces mouvements? Est-ce qu'avec ces révoltes, Gabriel Attal est face à sa première crise et qu'attendez-vous de lui? On attend vos appels au 0826 300 300 pour réagir en direct avec les vraies voix. Et on en parle avec Jean-François Amadieu qui est avec nous, sociologue, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Tour de table d'abord de nos vraies voix. Philippe Bilger à cette question, est-ce que finalement on peut comparer ces grognes sociales à celles des Gilets jaunes? On ne peut pas dire que les débuts du Premier ministre Gabriel Attal sont faciles. Objectivement, il a une série de crises et j'avoue que par moments, j'ai un petit peu peur face à la densité qu'on lui prête. Ça n'est pas évident. Mais pour traiter directement votre question, je suis frappé par une chose et j'espère n'avoir pas totalement tort, c'est que la France, à l'heure actuelle, va coaguler des crises de nature différente, mais qu'en réalité, chacune paraît s'enrichir de ce que la précédente n'a pas atteint son stade suprême. Je veux dire par là que, évidemment, les agriculteurs sont encore en plein affrontement, attendent du gouvernement des mesures très concrètes dans le délai le plus bref possible, et les taxis, dans un autre registre, sont en train de lancer une revendication. J'ai l'impression que, faute de régler à chaque fois profondément, pleinement les crises qui atteignent notre démocratie, eh bien les suivantes s'enrichissent de ce qui n'a pas été fait. Et ça me paraît très dangereux. Françoise Degois. Je ne sais pas si c'est... La seule marque de gilet jaunisation du mouvement des agriculteurs serait que pour le moment, en tout cas, le syndicat majoritaire semble un peu débordé et que c'est plutôt la base. Mais moi, je ne veux pas qu'on voit des gilets jaunes partout et je ne pense pas du tout qu'il y ait une accumulation, ou en tout cas une coalition de grogne autour des agriculteurs. Ça a toujours été une question très spécifique, la question de l'agriculture. Généralement, je rigolais avec François de Rugy, j'attends quand est-ce que les marins-pêcheurs vont rentrer dans la danse, parce que là, ça devient du lourd et du sérieux. Oui, non, mais je veux dire par là que c'est spécifique, l'agriculture. Enfin, il demande déjà des dédommagements. Donc, non, mais je veux dire, c'est quelque chose de spécifique. C'est tellement spécifique d'ailleurs qu'on peut aussi être un peu heurté. Moi, j'ai une immense sympathie, un amour pour les agriculteurs, mais je suis assez heurté aussi de voir que quand Gérald Darmanin parle d'écoterrorisme avec les soulèvements de la terre, il n'a pas un mot de cette nature-là quand les viticulteurs en colère utilisent des explosifs pour faire sauter les bâtiments publics, comme c'est arrivé à Carcassonne. Donc il y a quelque chose, moi, qui me dérange. Il y a quelque chose là-dessus de dérangeant. Mais je crois quand même que c'est spécifique. Je ne vois pas une coagulation artisan-agriculteur. Non, mais je me trompe peut-être. Oui, je pense qu'il y a une énorme différence avec le mouvement des Gilets jaunes que j'ai bien connu, si je puis dire, parce que j'étais ministre, je venais juste d'être nommé, que j'ai été confronté à ça, j'ai discuté avec beaucoup de Gilets jaunes. Il y a une énorme différence, c'est que les agriculteurs sont justement organisés. C'est un monde où les corps intermédiaires sont encore très forts. Pas simplement le syndicat ou les syndicats, mais il y a toutes les organisations à tous les échelons, local, départemental, régional, national et même européen. Même le Crédit Agricole. Et puis, en revanche, il y a peut-être un point commun, c'est quand même le déclencheur. Vous vous souvenez que sur les Gilets jaunes, c'était la taxe sur les carburants. Et là, c'est le gazole non routier qui est en fait le carburant des tracteurs. Et je dirais qu'au-delà de ça, c'est quand même le poids des impôts et des taxes en France qui viennent sans cesse grignoter. Et c'est pas simplement un sentiment, un ressenti, c'est une réalité pour un agriculteur comme pour un travailleur salarié. Jean-François Amadieu, vous êtes sociologue, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, vous avez souvent écrit sur les conflits sociaux. Est-ce que les corps intermédiaires dont parlait François de Rugy, syndicats, chambres d'agriculture, associations, est-ce qu'ils ont encore leur mot à dire ou est-ce qu'aujourd'hui c'est la base qui dirige les mouvements sociaux comme on l'a vu pour les Gilets jaunes? Non, parce que vraiment les Gilets jaunes, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'était la très forte caractéristique de mouvement. C'est qu'il est vraiment lancé par monsieur ou madame tout le monde qui fait une pétition. Enfin, c'est parti comme ça. C'est pas du tout coordonné par la moindre organisation. Là, on a affaire à quelque chose de différent. On le voit bien en Occitanie et un peu partout. C'est vraiment, ça reste quand même la FNSEA, les fédérations départementales ou d'autres organisations d'agriculteurs, mais qui sont quand même très présentes sur le territoire. Donc c'est quand même un monde où il y a une présence
présence en effet de corps intermédiaires fortes dans les chambres d'agriculture, etc. Donc c'est pas, pour l'instant, le débordement, je sais pas si on le verra vraiment. Donc ça, c'est quand même une chance du coup pour l'exécutif, quoi. Philippe Bilger veut réagir. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, je pense à l'article célèbre de Viançon-Ponté qui disait avant 68 que la France s'ennuie. Est-ce que on ne peut pas avoir le sentiment qu'au fond la France n'est pas une démocratie des temps tranquilles, au fond qu'elle n'est bien que dans les crises réelles ou attendues, aspirées? Est-ce que c'est une absurdité de dire ça, ou est-ce que ça correspond un petit peu à votre analyse ? Totalement, totalement. Vous avez tout à fait raison. La caractéristique française, c'est de faire avancer les sujets, soit par des ruptures politiques et le plus souvent par les conflits. Les grèves, les manifestations, et même, on peut dire parfois par des actions plutôt violentes. C'est l'histoire française depuis la Révolution. Donc les Français le perçoivent de manière assez positive, paradoxalement, et c'est vrai que c'est des séries ainsi d'événements qui vont nous rythmer et qui à chaque fois... Alors pourquoi les Français le perçoivent bien ? C'est pour ça qu'ils adorent les mobilisations. Vous verrez quand il y aura un sondage sur les agriculteurs... Il est déjà sorti, je crois. C'est vraiment un raz-de-marée de soutien aux agriculteurs, oui. Bien sûr. Normalement, tous les autres sondages depuis des années, c'est toujours entre 84 et 92%. Je sais pas le chiffre que vous avez, mais c'est des niveaux qui vont être très élevés, du niveau. Voilà. Donc c'est pas surprenant. C'est à la fois la popularité des agriculteurs, parce que même s'il y a quelques critiques, malgré tout, globalement, c'est un soutien, une cote de sympathie. Et puis c'est ce que Monsieur Bilger indiquait à l'instant, c'est surtout vraiment cette mentalité française très caractéristique. On obtient quelque chose par une crise, par l'affrontement, par le rapport de force, et c'est ainsi, voire la révolution dans certains cas, mais c'est ça qui est salué. D'ailleurs, j'ajoute que, puisque je parle de révolution, le président lui-même avait publié un ouvrage dont c'était le titre. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde prône la révolution dans ce pays. Françoise de Gaulle. Oui, c'est Chateaubriand, orage désiré, levez-vous. Nous sommes romantiquement et romantiques désormais et résolument. Moi, j'entends ce tableau qui est tout à fait juste. Je dis simplement que là, c'est peut-être un peu différent parce qu'il y a quelque chose qui arrive qui est tout à fait différent. Vous le savez très bien, cher Amadieu, c'est que vous avez étudié ça sociologiquement. Finalement, les paysans, les agriculteurs sont plutôt de droite, avec une partie quand même qui est à gauche, mais qui travaille pas les mêmes terrains, mais a toujours été traditionnellement, historiquement, un véritable rempart à l'extrême droite. Ça n'est plus le cas. Depuis 2022, 22%, je crois, des agriculteurs ont voté. Alors, en termes numériques, c'est pas beaucoup, c'est 1,5% du corps électoral, les agriculteurs. Mais dans l'imaginaire français et dans l'influence qu'ils ont sur la ruralité et sur l'opinion en règle générale, c'est beaucoup. Et donc, moi, je pense qu'il y a un mouvement tout à fait nouveau qui s'installe, et on le voit en Allemagne. Il y a un contexte qui est beaucoup plus crucial. Il y a les élections européennes, il y a l'extrême droite qui creuse son sillon, si je puis m'exprimer ainsi, dans le monde rural. Et je crois, moi, que c'est une énorme difficulté. Il ne suffira pas de sortir quelques mesures sur la simplification. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de cette évolution historique pour le coup ? Allez, monsieur le professeur, et ensuite on part au standard. Oui, vous avez parfaitement raison sur cette évolution. On le voit d'ailleurs aussi dans les succès de la coordination rurale. Et puis l'extrême droite, en effet, a pénétré le monde agricole, qui était d'habitude conservateur. On connaissait les positions traditionnelles de la FNSEA. Bon, voilà. C'est vrai que ça a changé, et on le voit très bien aux Pays-Bas et en Allemagne aussi. Oui, c'est un point important, mais c'est aussi ce qui fait que trop tarder, laisser ce conflit dégénérer, ne pas le résoudre le plus vite possible, et prendre un risque de ce point de vue. Car on voit bien que c'est vraiment un sujet, et vous avez raison de souligner cet enjeu, quoi. Et là, on peut être un peu inquiet d'ailleurs par les nouvelles du jour, de ces derniers jours, c'est que je ne trouve pas que ça aille très très vite, comme si c'est assez habituel dans les conflits d'agriculteurs. On attend un petit peu, on prend, parce que vous savez, les agriculteurs peuvent pas rester très longtemps sur les autoroutes, et ils ont besoin de travailler, de rentrer chez eux, et donc c'est compliqué, et c'est pour ça qu'il peut y avoir la tentation de l'exécutif de faire un peu comme d'habitude. Au fond, on va essayer de gagner un petit peu de temps, les choses vont rentrer dans l'ordre rapidement, et ça se tassera. Voilà. Allez, 0826 300 300, Cédric qui nous appelle de Béziers. Bonsoir Cédric. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe. Je suis content de vous avoir au téléphone. On est content de vous accueillir. On vous écoute. Bienvenue.
Merci. Je profitais justement de vous écouter à l'instant pour pouvoir réagir un petit peu et je suis également pour ce mouvement qui va peut-être encore rentrer un petit peu dans les annales du pas content et du français qui râle tout le temps, mais à un moment donné c'est vrai que on en a tous un petit peu marre et je rejoindrais, vu que c'était l'anniversaire de la mort de Lénine, qui avait dit une période en fait quand en haut on ne fait plus rien et qu'en bas ils ne peuvent plus, ceux du milieu rejoignent ceux d'en bas. C'est ce qui est en train de se passer et je pense qu'en fait là pour l'instant il y a les agriculteurs. J'ai entendu une dame qui disait tout à l'heure, je me rappelle plus son nom, Françoise de Gaulle. Voilà, qui disait qu'effectivement il y avait de fortes chances qu'il y ait les Attention Cédric, on vous entend plus là. On vous entend plus du tout. Vous êtes écarté de votre combiné peut-être. Non, là on vous entend. J'ai pas bougé. Je disais qu'en fait les pêcheurs allaient s'y mettre. Oui. Et moi étant routier, je sais qu'il y a des petits indépendants routiers qui ont dit qu'ils allaient s'y mettre également. Je pense qu'effectivement on va peut-être remettre un gilet d'une autre couleur, mais on va redescendre dans la rue. Oui. C'est sûr et certain. Allez, on est bougez pas Cédric, bougez pas parce que ça sonne beaucoup. Olivier est avec nous Francis, pardon, on va prendre Francis qui attend depuis pas mal de temps. Francis, une réaction? La situation est très très compliquée pour les taxis, pour toute la France. On a l'impression que le gouvernement ouvre les petits tiroirs pour gratter le dernier centime qui resterait et ennuyer les gens qui travaillent durement parce que les métiers d'agriculture, les métiers comme le nôtre, taxi, on est tout le temps sur la route, on n'a pratiquement pas de congés, on est toujours assailli de factures et là ils remettent une couche, les transports simultanés, ça va pas être possible pour la bonne et simple raison, c'est qu'il y a des gens qui font des chimiothérapies par exemple qui durent 4 heures, dont la personne va attendre le prochain qui a fini sa chimiothérapie 2 heures après pour faire 50 km de plus que le trajet habituel pour faire un détour, déposer tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi, en fait, c'est le covoiturage sanitaire. C'est-à-dire qu'on vous oblige, on vous oblige par la Sécu à prendre plusieurs patients en même temps. C'est ça. En plus, ils nous font faire des tarifs. C'est pas acceptable. Ouais. On a des tarifs en dessous des tarifs de la préfecture. La seconde personne, il va falloir faire 30% de remise. La troisième, 35% de remise. Bon, on roule pour rien, quoi. Oui. Donc, ça va pas être possible. Bougez pas, Francis. Ça continue de sonner. 0826 300 300. Olivier qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir, Olivier. Oui, bonsoir. Alors, on vous écoute, Olivier. Oui, bonsoir. Alors, je suis moi-même exploitant agricole. Et je rentre juste d'un point de manif. Là, je fais les enfants à l'école. Je reviens ce soir. On vous entend très mal, Olivier. On vous entend très très mal, Olivier. On a un petit problème de son avec vous. On fait un test et on revient vers vous. François de Rugy. Justement, l'agribashing depuis des années. Françoise disait il y a quelques instants, à chaque fois qu'on fait finalement un sondage, les sondages sont très puissants et très hauts. Et pourtant, tout au long de l'année, systématiquement, les agriculteurs se plaignent de cet agribashing au quotidien. Oui, les sondages sont un peu trompeurs parce que c'est assez facile de déclarer dans un sondage qu'on est solidaire des agriculteurs, comme on était solidaire des gilets jaunes et ainsi de suite. Et en revanche, quand on est au supermarché, on choisit souvent le produit alimentaire le moins cher. On peut avoir des bonnes raisons, mais les œufs les moins chers. Et donc derrière, c'est évidemment la pression, par exemple, sur les prix que les agriculteurs peuvent tout simplement, les revenus qu'ils peuvent tirer de leur production. Donc, et par ailleurs, l'agribashing dont vous parlez, il n'est pas que le fait de quelques associations très radicales, écologistes radicales, très néfastes à mon avis, et à l'écologie et à l'agriculture d'ailleurs. C'est aussi le fait des gens qui, dans des villages, donc habitent à la campagne, et qui viennent s'en prendre à un agriculteur qui est en train de procéder à l'épandage du fumier ou à un traitement, et qui disent c'est un scandale, vous êtes en train de nous empoisonner. Donc je pense que derrière des sondages consensuels un peu trompeurs, il faut être conscient que malheureusement il y a beaucoup de fractures dans la société française, y compris sur cette question de l'agriculture. Juste un mot avec notre auditeur et le mot de la fin avec notre invité. Olivier, on a très très peu de temps, le mot de la fin avec vous. Oui, bonjour. Je voudrais juste un témoignage. Voilà, je suis moi-même exploitant agricole. Oui. Je viens d'une manifestation et je suis allé chercher les enfants à l'école. J'y repars ce soir et j'aimerais un peu plus de solidarité. C'est-à-dire que, en clair, on fait vivre quand même beaucoup de monde. Oui. Et sur les manifs, vétérinaires absents, crédit agricole absent, marchand d'aliments absent, marchand de matériel agricole absent. Ah bon? Alors, je pensais que le crédit agricole était là, moi, mais bon. D'accord.
Sur le point en Dordogne où j'étais, absolument pas, quoi. Alors peut-être en parole, mais sur le point précis avec nous, absolument pas, quoi. En tout cas, c'est bien de le signaler. Merci de votre message, Jean-François Amadieu. On est désolé, on est déjà très en retard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous avez peut-être un petit mot de la fin. Vous vouliez peut-être faire la synthèse. Non, je confirme que la convergence des luttes, c'est compliqué. Ça se fait pas facilement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jean-François Amadieu, sociologue et professeur à l'université Panthéon-Sorbonne. Un sujet qui mériterait peut-être 2 heures, au moins 3 heures de débat. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va se détendre un petit peu avec notre jeu, le quiz de l'actu. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est les vraies voix. On est ravis de vous retrouver. Et si vous voulez voir les vraies voix se transformer en direct, c'est bien le moment. Philippe Bilger est avec nous. Françoise de Gouave. Vous savez, j'étais en train d'imaginer. Attendez, François Drugy, laissez-moi 2 secondes. J'étais en train d'imaginer Philippe Bilger sous un chêne en train de rendre la justice. Elle le confond avec Saint-Louis, mais je le ferai comme un gland, évidemment. Mon Dieu, c'était super, j'adorais cette image. Et notre ami Francis qui est avec nous, contre lequel vous allez jouer, chers amis, et il va falloir être fort parce que je suis sûr que Francis est très fort. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le cri du cœur de Francis. Aïe, aïe, aïe. Écoutez bien, Francis, puisque maintenant vous avez l'autorisation, vous devez répondre en premier avant les vraies voix, avec cette question qui fait 1 point. Qui c'est qui l'a dit? Je dis au gouvernement, rendez l'argent aux paysans. Bardella. Non. Tanguy. Non. Jean-Philippe Tanguy. Non. C'est aussi un patron de parti. Olivier Marlex. Non. Fabien Roussel. C'est moi qui l'ai dit. Françoise ça vaut qu'un point. Non, un point, ça vaut 1 point. C'est déjà ça. Là, c'est une question à 3 points. Qui c'est qui l'a dit? Ce n'est pas parce que le RN souligne qu'il y a un problème migratoire qu'il ne faut pas se pencher sur la question de la politique migratoire. Francis. C'est un président. On sait. Un président. Macron. Non. Hollande, François Hollande. Non. Sarkozy. Non. N'importe quoi. Un président. Un président de la République. Non, un président. Il n'y a pas Gérard Larcher. Bonne réponse, Gérard Larcher. J'allais dire un président de chambre. Il est bon, Peut-être Régis. futur président. Peut-être. Allez, c'est une question à 3 points. Écoutez bien, Francis. Qui c'est qui l'a dit? Il nous faut une exception agriculturelle. Je sais. Francis. Je cherche. Alors, c'est moi. Allez-y. François Ruffin. Bonne réponse de Françoise de Gouave, François Ruffin. J'ai cru que c'était Rachida Dati. Qui c'est qui l'a dit? Question à 1 point. Rachida Dati n'a pas été nommée pour sa connaissance de la culture, mais pour faire un coup politique. Ah, je sais, je l'ai vu passer ça. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Il y a un paquet de réponses possibles. Alors, vas-y. Francis. C'est pas Francis. Pensez à l'Europe. Ce matin, c'est sur Radio. Pourtant, j'y étais. Bellamy. Bonne Mais réponse. j'ai jamais le dire, moi. Mais c'est marrant, c'est ce que j'avais dit d'elle lorsqu'elle avait été nommée garde des Sceaux. Il s'inspire de Non, vous. mais c'est odieux. C'est odieux. J'étais en train de me préparer à le dire et toi, tu le lâches comme ça. Mais moi, j'ai tous les droits ici. Il a pris le point. Allez, on y va. Allez, on y va. J'ai sauvé qui c'est mon qui l'a honneur. dit? Et c'est 2 points. C'est une réponse. François-Xavier Bellamy devrait logiquement être avec nous. Francis. Ça devrait être quelqu'un de droite. Oui, avec qui? Oui. On se demande bien qui. Oui. Allez-y. Avec un Z, peut-être. Le président. Marion Maréchal. Je disais Éric Zemmour. 2 points pour Philippe Bilger. Allez, c'est la dernière question à 1 point qui Non, peut faire. faites une question à 3 points. Une Philippe. question à 3 points. Mais vous êtes odieux. La dernière, on pourrait la mettre à Qui 3. c'est qui l'a dit? Je peux couper. Qui c'est qui l'a dit sur les normes environnementales dans l'agriculture? C'est du lobby vert. Francis. C'est une femme. Elle vient de l'Europe. Nathalie Loiseau. L'oiseau, je l'ai dit en premier. Non, c'est pas l'oiseau. C'est pas l'oiseau. Elle a une grande gueule, comme on dit. Rachida Dati. Non, Marine Le Pen. Non. Elle est blonde. Elle est chez les LR. C'est fini. Bonne réponse de François Drugy. On oublie Nadine Morano. Il a dit sur le gong. Vous êtes dégueulasse. Non, mais vous êtes odieux. Elle me traite de dégueulasse, vous vous rendez compte? Allez. C'est François Drugy sur le gong 6-4-3.
Merci Francis. J'ai pas été bon sur ce coup-là. Mais Francis, on s'en fout. S'il y avait eu un quiz sur l'agriculture, on aurait tous été non dans mais le vent. Francis, vous savez quoi, ça me fait plaisir que vous ayez pas perdu parce qu'il nous aurait mis une tête au carré pendant 1 heure. Merci beaucoup Francis, de vous être délesté de cette victoire et restez avec nous dans 10 minutes le tour de table de l'actu avec vous Philippe. Finkielkraut, très bon dernier. Françoise de Gois. On va parler de la magie de la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est magnifique. Et François de Rugy. Et agriculture, logement, voilà où nous mène la décroissance. Allez, on en parle dans quelques instants. Vous êtes les bienvenus pour en débattre avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bonsoir, merci d'être avec nous les vraies voix. Philippe Bilger, Françoise de Gois et François de Rugy. Vos appels au 0826 300 300 et bien entendu, on va revenir sur cette grogne des agriculteurs avec Félix Mathieu et puis ce drame qui est arrivé ce matin, Félix. Oui, alors que les routes sont bloquées un peu partout en France sur ce fond de détresse agricole, ce drame ce matin c'était à Pamiers en Ardèche, cette collision mortelle, une exploitante est morte percutée par une voiture. Avec nous en ligne pour en parler, Stéphane Travers, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Stéphane Travers, député Renaissance de la Manche et ancien ministre de l'Agriculture. Vous avez évoqué tout à l'heure cette actualité tragique à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que selon vous, le gouvernement va pouvoir répondre à cette détresse quand, par exemple, il annonce vouloir s'attaquer à la question de la simplification des normes ? Oui, d'abord, vous rappelez, comme vous venez de le faire, que ce qui s'est passé ce matin, le drame dans l'Ariège, a provoqué un émoi profond, à la fois pour nous, les élus, et les élus qui sommes dans la ruralité, et puis autour de la ferme France. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un mouvement aujourd'hui qu'il faut entendre, qu'il faut écouter, et le président de la République, lorsqu'il a fait ses vœux, lorsqu'il a donné sa conférence de presse, il a donné quelque part une feuille de route autour de ce grand chantier de la simplification. Eh bien, faisons en sorte que l'agriculture soit une des priorités dans ce chantier de simplification qui est attendu par bon nombre de nos agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, on le constate, les agriculteurs, ils sont victimes du changement climatique. Mais en même temps, victimes, mais ils sont acteurs aussi du changement climatique et ils portent les solutions pour lutter contre le changement climatique. Et on a besoin de les accompagner, de faire en sorte que on maintienne la compétitivité des exploitations agricoles, mais que dans un autre temps, on puisse leur donner à la fois les moyens, la cohérence et le temps nécessaire pour réussir les transitions. Et donc, il faut qu'on puisse trouver des solutions. Le ministre a annoncé le report du projet de loi. Eh bien, utilisons ce temps pour travailler à ce chantier de simplification. Monsieur le ministre, une question, Françoise de Gois peut-être. Oui, monsieur le ministre, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas ne voyez pas une vilainie dans ma question, mais tout le monde va vous la poser inévitablement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction majeure entre le fait que vous répétez inlassablement, et je vous entends, j'entends votre sincérité, le gouvernement veut garantir le revenu des agriculteurs et signer finalement tous les accords de libre-échange. 2019, le CETA, 85 000 tonnes de porc et de bœuf annuels exonérés de taxes de douane. Vous avez, votre délégation de Renew a applaudi à la signature du traité de la Nouvelle-Zélande avec les ovins qui vont submerger le territoire français et européen, donc avec un manque à gagner terrible pour les agriculteurs. Comment vous gérez une telle contradiction ? Il n'y a pas de contradiction, mais moi je voudrais dire une petite chose notamment sur le CETA. D'abord, on ne signe pas l'ensemble des traités. Je vous rappelle qu'il y a un traité qui, là, aurait fait beaucoup de mal à nos exploitations françaises, c'était le traité sur le Mercosur. Mais il n'est pas enterré ? Oui, non. Le gouvernement s'est engagé à ne pas le signer. Oui, et aujourd'hui, on verra. des choses, on ne le signe pas, et le président là-dessus, je pense, a été clair, et on tient ce discours depuis 2017. Moi, je l'ai tenu comme ministre de l'Agriculture, et je n'ai pas varié d'un iota. En 2019, Emmanuel Macron considérait que c'était un François, il faut faire tourner la parole. Allez-y, sur le CETA, je pense que sur la filière laitière, par exemple, eh bien, on peut se féliciter d'avoir signé le CETA, parce que cet accord avec le Canada a permis d'exporter des produits laitiers qui viennent du Grand Ouest de la France et dans des conditions qui sont bonnes pour le revenu des producteurs laitiers. Maintenant, j'entends bien ce sujet sur les incohérences qu'il pourrait y avoir dans un débat comme celui-là. Aujourd'hui, nous avons besoin de pouvoir contractualiser, de signer des accords.
accords. Pour autant, il faut bien veiller à ce que ces accords, ils soient, on va dire, reprendre cette terminologie, win-win, c'est-à-dire que nous puissions avoir des accords qui permettent aux agriculteurs de pouvoir souscrire à ces accords, de pouvoir exporter, parce que nous avons une agriculture qui exporte, parce que c'est un sujet de compétitivité. On a très peu de temps, Stéphane Travers. Et c'est fondamental, de dire de balayer, c'est ça fondamental. Monsieur le ministre, une question très simple. Est-ce que vous ne craignez pas que l'intensité de la colère paysanne... On a perdu Stéphane Travers. Non, je suis toujours là. Si, il est là. Est-ce que vous ne craignez pas, monsieur le ministre, que l'intensité de la colère paysanne, faute de réponse immédiate, ne soit plus maîtrisable par le pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas là un risque sérieux? Ah ben justement, il faut enrayer l'enlisement, il faut trouver des solutions rapides. Le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture l'ont rappelé cet après-midi lors de la séance d'émission au gouvernement, a apporté des réponses dès cette semaine, et des réponses concrètes. Nous, les parlementaires, on est à disposition, moi comme ancien ministre, à disposition pour travailler sur ces sujets. Et d'ailleurs, nous avions alerté déjà le gouvernement la semaine passée, quand nous avions des mouvements qui se sont passés à Rennes, qui se sont passés à Laval, et dans d'autres secteurs du pays, et en Europe, parce que c'est un mouvement agricole européen aujourd'hui auquel nous assistons. Stéphane Travers, est-ce que vous pensez que le drame de ce matin en Ariège peut avoir un impact sur la suite de ce mouvement des agriculteurs, avec le choc, l'émotion générée par cette actualité tragique ? Oui, c'est un choc énorme, et bien évidemment, mais je crois que les manifestations vont perdurer. Pour autant, il est nécessaire d'accompagner ces manifestations pour garantir la sécurité des agriculteurs. Et je le rappelle, l'ensemble des actions qu'ils mènent, elles sont non violentes, elles sont totalement pacifiques, et donc nous devons travailler en lien avec le ministère de l'Intérieur pour faire en sorte que ces manifestations se passent bien, pour éviter des drames épouvantables comme ceux auxquels nous avons assisté ce matin. Merci beaucoup, monsieur le ministre, un député Stéphane Travers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et tout de suite, vous avez la parole, Félix. Vous voulez nous raconter un quotidien, une couleur ou une bonne nouvelle, peut-être, pour changer? C'est plutôt une bonne nouvelle. On va dire que c'est l'heure du goûter. Allez, je triche un peu. C'est un peu tard, mais c'est pour capter l'attention de Philippe David, puisqu'on va partir au salon européen à Paris avec un cocorico, figurez-vous. Un Français qui vient de remporter la Coupe du Monde de boulangerie. Alors vous allez me dire, rien de plus normal au pays de la baguette. Eh bien non, détrompez-vous, ça faisait 16 ans qu'elle nous passait sous le nez, cette Coupe du Monde de boulangerie. Et oui, puisque notamment les pays asiatiques nous avaient un peu damé le pion, mais pas cette année. Donc le jury international a élu un Lyonnais, Xavier Sacriste, meilleur boulanger 2024. Bonsoir Christian Vabré. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix Sud Radio, fondateur de cette Coupe du Monde de la boulangerie, meilleur ouvrier de France aussi. Alors, comment ça se passe une Coupe du Monde de boulangerie? On a des jurés qui ont des critères pour donner des notes sur plusieurs types de produits, sur plusieurs pains par exemple. Tout à fait. Alors avant peut-être de passer justement à ce règlement, je voulais juste rectifier une petite chose, c'est que la Coupe du Monde de la boulangerie est gagnée par une équipe de 3 candidats. Parce que nous sélectionnons dans tous les pays une équipe représentative avec 3 candidats et un coach. Donc, Monsieur Sacriste fait partie du collectif, je tenais à le préciser. Et puis oui, alors, pour revenir donc à la compétition elle-même, nous avons un règlement. Alors, c'est un règlement bien sûr international, avec un jury international. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'y a pas de Français dans les membres du jury, puisque le jury est composé de pays qui ne participent pas. Ah bah comme ça, comme pas de triche. Oui, pas de alors, triche, c'est ça qui est important. Alors c'est comme ça que pendant 16 ans, il nous a échappé finalement cette Coupe du Monde. Il aurait fallu mettre des Français. C'est la faute à l'arbitre. Non, durant 16 ans, simplement, c'est que nos amis asiatiques sont arrivés lors de cette compétition. Petit à petit, ils ont pris le pli de toutes les créations qu'il y avait à réaliser. Ils ont respecté le règlement parce que c'est des gens très précieux qui s'entraînent beaucoup et qui ont aussi la liberté, peut-être un peu plus que nous, les Européens, à la créativité dans les couleurs, dans les goûts, dans les épices, dans tout ça. Et jusqu'à maintenant, on voyait les Coréens, les Japonais, les Chinois,
Taïwan, tout le monde nous passait devant. Et on a repris le lead, puisque malheureusement on a très peu de temps. Pardon, monsieur Christian Vabray. Merci en tout cas. On n'est plus dans le pétrin. On n'est plus dans le pétrin. On en tout sort cas. du pétrin, la France a gagné, et j'espère que ça aura un impact pour nos artisans, parce qu'on parle de la filière agricole. Nos artisans boulangers ont besoin d'avoir le moral en ce moment. Et on les soutient. Une équipe française qui a gagné la Coupe du Monde, ça doit les encourager. Merci beaucoup, à vous. Bravo, merci. Bravo, Merci. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Allez, on fait une petite pause rapidement, on est très en retard, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est de retour. C'est un peu chaotique aujourd'hui. Ça parle beaucoup, ça parle fort, ça parle longtemps. Mais en tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Et c'est intéressant au moins. Oui, ça veut dire quoi au moins? De temps en temps, c'est intéressant. Ça veut dire. Oui. Non, mais il y a des émissions qui sont pas. C'est ça. Non, il y a des émissions qui sont pas intéressantes. Et puis voilà. Elle est très vivante, cette émission. Oui, on parle pas pour ne rien dire. Qui prend tout mal. Vous parlez de qui là? Eh ben, je parlais d'autres émissions que nous. Sur d'autres radios, dans d'autres pays. Sur d'autres galaxies. Sur d'autres galaxies. D'autres animateurs. Voilà, merci Philippe Bilger. Et d'autres animatrices. Voilà, ça y est, c'était difficile à dire. Sur les matchs. C'est n'importe quoi. On est très bien. Les animatrices qui ne seraient pas des matchs, par exemple. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger, votre tour de table porte sur le dernier livre d'Alain Finkielkraut, le titre Pêcheur de perles. Oui, j'aime beaucoup les livres d'Alain Finkielkraut, mais parfois ils sont un peu rudes, un peu austères, un peu, j'allais dire, un peu trop professoraux. Et là, Pêcheur de perles, c'est très bon parce que à partir de citations bien choisies, il développe avec un grand talent polémique. Au fond, il est doué pour ça, sur des thèmes contemporains, un petit peu ce qu'il pense, et d'une manière très accessible, très lisible. Par exemple, il aborde des sujets intimes, la relation qu'il peut avoir avec son épouse. Il parle également du grand remplacement en disant cette pensée qui me semble juste, en disant tout le monde est en faveur du grand remplacement, mais on a le droit de le vouloir, mais on n'a pas le droit de le dénoncer. Il parle également du problème des femmes avec beaucoup de finesse, en indiquant que sa crainte aujourd'hui, c'est qu'on n'ait plus le droit de questionner la parole des femmes et qu'au fond, leur accusation vaille condamnation. Je pourrais continuer, ma chère Cécile, mon cher Philippe, dans ce domaine, mais je ne veux pas prolonger le livre. Je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Mais moi, d'abord, j'aime bien Alain Finkielkraut, il ne me dérange pas. J'aime bien la pensée complexe, et il en a une, en l'occurrence. Pourquoi Pêcheur de perles? Parce qu'à part le fait que c'est un magnifique opéra de Bizet avec un aria magnifique, mais pourquoi Pêcheur de perles? C'est étonnant. Oui, mais je crois qu'à partir de citations qu'il choisit, il a, dans la multitude des citations qu'il a eues, la passion de collecter. Il va chercher certaines de ces citations qui lui permettent de stimuler sa pensée. D'accord, donc, oui, c'est un clin d'œil à Bizet, d'accord. Pêcheur de perles. Voilà. C'est magnifique, au demeurant le pêcheur de perles. L'aria est magnifique. Un mot sur Pêcheur de perles ou Alain Finkielkraut? Je pensais que c'était des perles médiatiques et qu'il était allé les pêcher à différents moments pour ensuite en faire un florilège. C'est moins poétique. Et c'est ce qu'on pouvait comprendre de ce que dit Philippe Bilger, en tout cas, qui nous le présente très bien, parce que ça nous donne envie d'aller le lire. Et pour ma part, je dois le dire, ça fait longtemps que je n'ai pas lu un livre d'Alain Finkielkraut, donc pourquoi pas. Et ben voilà, c'est chose il est vivant, Finkielkraut. C'est incroyable comment il arrive en permanence. C'est un esprit vif. Non, mais il arrive toujours à se renouveler. Non, mais c'est intéressant. C'est une personnalité très intéressante, je trouve. Puisque vous êtes là, Françoise, un petit mot de légèreté dans cette actualité sur la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ouais, je suis toujours chaque année ravi par ce que la CAN provoque dans le monde entier, parce que tous les gens suivent la CAN. Alors c'est pas tous les ans. Non, pardon, tous les ans, bien sûr, c'est pas tous les ans, c'est comme la Coupe du Monde, mais je suis frappé de la force, de la joie, de la vitalité. C'est absolument délirant. Je lisais une interview de Sadio Mané qui disait que pour lui, la CAN, c'est plus important que la Coupe du Monde.
du Monde en réalité, avec ce public vibrillonnant, cette passion du football, ces joueurs tout à fait extraordinaires, parce que vous avez des grands joueurs que vous retrouvez dans le championnat. Bon, moi j'adore les Super Eagles par exemple du Nigeria, parce que Osimhen joue dedans. On aime tous. Et j'aime le nom des équipes. Alors vous me direz, c'est assez classique, mais c'est les Lions de la Teranga. Alors on va faire un quiz, tiens. Alors, comment s'appelle l'équipe du Mozambique par exemple? Je ne sais pas. Les Mambas. Bon, les Mambas. C'est marginal. Comment s'appelle l'équipe du Sénégal? Les Lions de la Teranga. Voilà. Et l'équipe du Cameroun? Les Lions indomptables. Bravo. Et l'équipe du Maroc? Les Lions de la classe. Et voilà. Il est super. Est-ce qu'il y en a une qui s'appelle pas les Lions? Non, oui, alors il y a les Mambas. il y a les éléphants. Il y a les éléphants, c'est les Côte d'Ivoire. Les éléphants, c'est la Côte d'Ivoire. On a c'est également très poétique. C'est magnifique. L'équipe d'Algérie, tout le monde le connaît. Les Fennecs. Non, mais il faut pas que tu le dises. Et puis il y a les matchas pour les équipes féminines. Non, mais je trouve extraordinaire. On se rend même pas compte de la qualité de ce football qui est pratiqué, des renversements incroyables de situations. Par exemple, la Côte d'Ivoire qui a été battue 4-1, je crois, ou 4-0 ou 4-1 par la Guinée. Oui. Donc, on a vraiment des renversements et on a tout ce continent qui vibre et qui vibre aussi chez nous. Moi, à côté de moi, il y a une famille qui est originaire du Mali, pas très loin de chez moi. J'entends les hurlements et je retrouve la joie en fait de nos hurlements de la Coupe du Monde, ça me plaît beaucoup. Et il y a des buts magnifiques d'ailleurs. François de Rugy qui est amateur de foot, vous suivez la CAN? Pas en direct, mais je suis par les réseaux sociaux et en plus, le seul petit inconvénient, je partage ce qu'a dit Françoise Degois, c'est que ça affaiblit quand même considérablement le niveau du championnat de Ligue 1, puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont actuellement dans leurs équipes d'Afrique. C'est vrai, il y a vraiment des stars, il y a de très très grands joueurs. Ziyech, je regardais le Maroc là, Ziyech, c'est quand même exceptionnel. Philippe Bilger, un mot qui est footeux, non? Oui. Non, je l'ai beaucoup regardé, mais pas cette année. Parce que je risque d'aggraver encore ma beaufitude, donc je fais une diète un peu du poids de ça sent l'interdiction à la maison, je sais pas. Non, pas du tout. Madame a dit la canne. Ah non, elle libère mon énergie télévisuelle. Vous avez un favori? Moi, tout le monde dit que c'est le Sénégal, je pense peut-être le Maroc cette année quand même. Peut-être pas. Voir. Le Sénégal, pourquoi pas, oui. Oui, avec un coup dur, avec Salah qui s'est blessé pour les pharaons d'Égypte. Ouais, il s'est blessé. Voilà, je voulais juste faire un clin d'œil à nos amis africains. Les vraies voix du sport, c'est fini. On revient. Moi, j'adorerais faire une émission de sport. Je suis jamais invité. Non, mais vous étiez très bien quand on a fait la Coupe du Monde. C'était très sympa. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Mais vous aussi, vous étiez très bien. Ouais, écoutez, non, moi je suis dans mon coin. Un peu très bien. mais très bien. Il y a un euro dans 6 mois quand même, 5 mois. Les amis, dans un instant, le tour de table de l'actu de notre ami François de Rugy. On parle de quoi? Alors moi, je voulais parler d'un sujet plus sérieux et plus en écho avec l'actualité. Où mène la décroissance? Et je prends 2 exemples, l'agriculture et le logement. On en parle dans un instant. On fait une petite pause et merci de votre fidélité. Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, François de Rugy et vous au 0826 300 300. C'était le tour de table de l'actu de nos Vraies Voix. Et François de Rugy, vous voulez revenir sur un sujet, vous, qui colle à l'actualité. Oui, je voulais revenir à travers la crise agricole que nous vivons, le mouvement social qu'il y a autour de l'agriculture. En fait, je pense qu'on n'a pas conscience que de décision en décision, souvent des petites décisions, mais mises bout à bout, additionnées les unes après les autres, en fait, c'est une forme de décroissance qui ne dit pas son nom, car bien sûr, s'il y avait un projet politique qui disait maintenant on va organiser la décroissance, il n'aurait pas beaucoup de succès aux élections, mais en revanche, décision par décision, on met en place une forme de décroissance. Je peux prendre des exemples concrets. Il y a quelques années, c'est pas vieux, c'était en 2020, on a eu un débat à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il faut réautoriser temporairement les néonicotinoïdes pour la culture des betteraves? Que nous n'avons-nous entendu? On l'a voté. Moi, député, à l'époque, je l'ai voté. J'ai été traité de tous les noms, empoisonneurs, etc. Les agriculteurs, d'ailleurs, sont des empoisonneurs et tout ça. Ensuite, l'Union européenne, par une décision, je crois, de la Cour de justice, dit la France n'avait pas le droit de faire ça. Arrête. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la production de betteraves qui était en baisse, moins 25% en un an. Les volailles, on a eu tout un tas de débats, L214, quel scandale, les élevages de volailles en France, etc. Alors, on prend des tas de mesures. Qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de production de volailles en France. Est-ce qu'on mange moins de volailles en France pour autant? Non. 50% de la volaille consommée en France est importée. Elle est importée d'où? Du reste de l'Union européenne. Elle est importée
d'Ukraine et du Brésil. Des pays où les conditions environnementales, sanitaires, sociales sont bien moins bonnes qu'en France. C'est-à-dire qu'à la fin, ça se retourne contre l'écologie. Le logement, autre exemple. Là aussi, tout le monde dit aujourd'hui « Ah, il y a une crise du logement ». Bah oui, ça fait déjà plusieurs années que le nombre de permis de construire baisse, que le nombre de mises en chantier baisse. Aujourd'hui, le nombre de ventes de logements est au plus bas. Cool. Et il est de plus en plus difficile pour les Français de se loger. C'est ça le vrai sujet. Au-delà du secteur économique, du logement qui souffre, c'est pour les Français un problème, même je dirais, avant tout social. Eh bien, en fait, personne ne veut reconnaître que c'est pas le fruit du hasard. C'est pas simplement le fruit de la hausse des taux d'intérêt. C'est pas vrai. Ça a joué un rôle, bien sûr, conjoncturel, mais c'est parce que commune après commune, partout en France, on veut moins construire. Et d'ailleurs, on est élu plus facilement en France aux élections municipales en disant moi je construirai moins à côté de chez vous. Non, il y aura jamais d'immeubles. Ah non, là, on va pas ouvrir à la construction. On fait le zéro artificialisation nette. C'est-à-dire on dit non, les terres maintenant, plus jamais on ira construire des logements ou de l'activité économique sur des terres agricoles. Et bien à la fin, ça produit une décroissance parce que quand il y a une baisse de la construction de logements, ça s'appelle la décroissance. Or, comme la population française augmente, comme la demande de logement augmente, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est rare est cher, et ça devient et un problème économique et un problème social. Ça donne une explosion sur l'agriculture, ça donne pas d'explosion sur le logement. J'ai envie de dire presque malheureusement. Moi, je rêverais presque, c'est une provoque de dire ça, qu'il y ait un mouvement des gilets jaunes du logement, parce que peut-être ça ferait prendre conscience à nos décideurs politiques à tous les niveaux, État, gouvernement, Parlement et élus locaux, qu'il faut construire. Et d'une manière générale, il faut produire. Si on veut pouvoir redistribuer des richesses pour financer la protection sociale, pour financer les services publics, financer la transition écologique, il faut produire. Et on a un peu trop tendance à l'oublier. C'est une sorte de peur qui domine, François. C'est quoi le... c'est que on remplace le débat politique par un débat polémique. Donc au lieu d'analyser rationnellement, allez, on va prendre un autre exemple, le glyphosate. C'était il y a quelques mois, savoir est-ce qu'on réautorise et qu'est-ce que la France va voter au niveau européen pour le glyphosate. Partout, des gens disent, des responsables politiques, Yannick Jadot, des associations, des médias, c'est un scandale, on empoisonne les gens, tout le monde va avoir le cancer. C'est faux. Scientifiquement, il y a eu des tas d'études partout dans le monde, en France, des études indépendantes, faites par des organismes publics, des autorités publiques totalement indépendantes, des vendeurs de produits, et on continue à répéter indéfiniment c'est cancérigène. Bah, évidemment, les Français se disent si c'est cancérigène, il faut l'interdire, et personne ne réfléchit un seul instant aux conséquences économiques que ça a concrètement pour l'agriculture. L'agriculture de conservation des sols, je vais pas faire un grand cours, mais on sait que c'est l'avenir. C'est l'avenir pour garder la richesse des sols, c'est l'avenir pour le climat et c'est l'avenir pour l'agriculture. Eh bien, cette agriculture-là, elle est condamnée si on interdit totalement le glyphosate. Personne n'en parle. C'est quand même vraiment l'art vraiment de mélanger des chèvres et des choux. Honnêtement, je sais qu'on a le droit d'être de mauvaise foi et vous faites ça parfaitement bien, mon cher François. Non, c'est des sujets de fond. Je suis prêt à y passer des heures s'il le faut. Mais moi aussi, je peux passer des heures. Ce que vous racontez sur le logement, chiffre en main. En gros, vous expliquez que pour préserver l'écologie, en réalité, on construit moins. Commencez d'abord par vous demander pourquoi, pendant des années et des décennies, la plupart des villes et souvent des villes de droite ont refusé de respecter le quota de logements sociaux et de construction. Mais ça n'a rien à voir. On construit moins de logements privés, on construit aussi moins de logements sociaux. Non, je parle moi des logements sociaux. Vous mélangez tout. Vous mélangez les chèvres et les choux. Vous êtes en train d'expliquer qu'au nom de l'écologie pour la préservation des sols, vous n'allez pas nier, vous êtes un écologiste, vous êtes en train de nous expliquer qu'est-ce que c'est ce lavage à sec par lequel vous êtes passé. Vous, François de Rugy, vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne faut pas préserver les terres, qu'il faut absolument pas... Est-ce qu'on est obligé de passer du tout ou rien? Pendant des années, on a fait n'importe quoi, et maintenant, on ne devrait plus rien faire. La crise du logement, vous parlez des logements privés, moi je vous parle des logements sociaux. La crise du logement, elle n'a pas qu'un biais, comment dirais-je, de sobriété et de décroissance. La plupart des villes, et notamment des villes de droite, ont refusé pendant 40 ans de construire les logements sociaux nécessaires. Regardez, mais c'est pas le sujet. Mais si, c'est le sujet. Mais non, parce que c'est toutes les catégories de logements qui sont en baisse. Vous l'expliquez, mais vous me dites la crise du logement, c'est de la décroissance. Et tout le monde ne va pas aller en logement social en plus. D'accord, mais parlez aussi de ça. Par rapport au glyphosate, vous êtes en train de m'expliquer que non, c'est absolument pas grave et c'est pas nocif. Vous devriez plutôt m'expliquer
mais pourquoi Il n'y a pas une étude qui démontre que c'est nocif pour la santé. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est nocif pour la santé. Écoutez, expliquez-moi pourquoi Emmanuel Macron a menti, surtout parce que vous dites, a dit, on fera tout pour interdire le glyphosate. Non, la France, c'est pas prononcé. Françoise, nous avons notre invité qui était avec nous, qui doit se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'attend? Où est-ce que je suis tombé? Il connaît les lieux. Mais il connaît, il sait sur qui il tombe. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette notion de il va falloir sortir votre porte-monnaie après l'annonce du ministre de l'économie sur la hausse du prix de l'électricité qui va atteindre un petit peu en dessous 10% dès le 1er février. Et c'est la mutualité française qui a déclaré ce matin qu'il sera de même pour les prix des complémentaires santé avec une hausse de 10%, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que c'est le retour d'une taxe qui va rapporter 6 milliards? C'est un impôt déguisé au prétexte de la fin du bouclier tarifaire. Est-ce qu'il faut trouver 12 milliards Alors 6 milliards, c'est déjà une partie. Est-ce que vous craignez des hausses d'impôts? Hausse de l'électricité et des mutuelles, sommes-nous en train de payer le quoi qu'il en coûte? Eh bien, vous dites oui avec un score brejnevien de 91%. Et on va en parler avec notre invité, Sylvain Bersinger. Bonsoir, merci d'être avec nous. Économiste chez Asteres, qui est le cabinet de conseil dans le domaine économique. On parlera de votre livre dans quelques instants. 10% d'augmentation pour l'électricité. Est-ce que c'est le jackpot pour l'État? Alors le jackpot, c'est peut-être un grand mot, parce que c'est vrai qu'il y a une hausse de taxes, mais qui fait suite à une baisse. Donc c'est une hausse de recettes, mais je ne sais pas si le terme jackpot est vraiment approprié, puisque en fait c'est plutôt un retour à une situation précédente. On dirait une machine à sous. Ça fera des sous quand même. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et bruyamment accompagné aujourd'hui, les amis. C'est vrai, on est bruyamment. Oui. Non, mais c'est vrai. Françoise de voix toujours aussi dissipée. Mais de toute façon, elle est énervée aujourd'hui de Ménibus. Comme je l'ai traité de matcha, de toute façon, elle est énervée. Toute l'émission, elle va m'emmerder avec ça. Elle va m'embêter avec ça. C'est parce que vous me faites rire, c'est pour ça. Je sais bien, En tout cas, notre amie Françoise de Gaulle est avec nous. Philippe Bilger aussi. Calmez-vous, Françoise. François Drugy aussi, qui est avec nous. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. La facture d'électricité augmentera le 1er février entre 8,6 et 9,8%. C'est une décision qui est nécessaire pour sortir définitivement du quoi qu'il en coûte. C'est une hausse qui en suit d'autres et avec une évolution du prix de l'électricité en quelques années qui est absolument considérable puisqu'on est 44% en 2 ans. Ils nous avaient annoncé 10%, donc ça va être entre 8,6 et 9,8. Bon, n'empêche que ça va se rajouter. Nous avons beaucoup protégé. Il faut aussi protéger nos finances publiques parce que si demain il y a à nouveau une pandémie ou une autre crise, on sera bien content de pouvoir protéger les Français, les salariés et les entreprises. Et donc c'est la conséquence de la fin du bouclier tarifaire. Les tarifs de l'électricité vont donc augmenter quasiment à 10% le 1er février. Et comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, la hausse moyenne des prix des complémentaires santé atteindra elle aussi 10% en 2024 selon les calculs de l'EFC Que Choisir. Alors parlons vrai, est-ce que c'est le retour d'une taxe qui va quand même rapporter 6 milliards? Est-ce que c'est un impôt déguisé? La baisse des remboursements par la sécurité sociale, est-ce que ça n'explique pas la hausse des mutuelles qui doivent prendre au moins le relais, au moins en partie? Il faut trouver 12 milliards. Il y en a déjà 6 de trouver. Est-ce que vous pensez que les impôts vont augmenter massivement? Hausse de l'électricité et des mutuelles, sommes-nous en train de payer le quoi qu'il en coûte? Eh bien, vous dites oui à 91% sur Twitter. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. Et on va en parler avec notre invité, Sylvain Bersinger, qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio, économiste chez Asteres, qui est un cabinet de conseil dans le domaine économique, avec ce livre, Les entrepreneurs de légende français, et aux éditions Henrique Éditions. Et c'est le tome 2, parce qu'avant, il y avait les femmes, des entrepreneuses, on est passé aux entrepreneurs. Philippe Bilger, cette hausse des prix, je sais que l'économie chez vous, c'est pas votre fort. Grand spécialiste du marché de l'électricité. Mais mon ignorance est abyssale. Non, sérieusement, et d'ailleurs, c'est pour cela que j'adore les débats où j'apprends des choses de la part notamment de certains invités. À partir du moment où on trouve le quoi qu'il en coûte totalement légitime, nécessaire, il était absolument important de le résorber. Simplement, là où vous avez totalement raison de douter de ma compétence, ma chère Cécile, c'est que je ne saurais pas dire si ces augmentations que vous venez d'évoquer étaient nécessaires, si on pouvait utiliser d'autres moyens, user d'autres chemins pour résorber le quoi qu'il en coûte. Ça, j'avoue mon interrogation, c'est tout. François de Gaulle. Écoutez, le quoi qu'il en coûte, il avait un prix, mais on le savait tous. Moi, j'ai
j'ai fait partie de tous les gens. On espère toujours. Hein. Ouais. J'ai fait partie de tous les gens qui ont applaudi et majoritairement, il y avait aucune. C'était une copie parfaite qui a été rendue par Bercy à l'époque de la pandémie. Ensuite, je pense qu'il y avait d'autres moyens de redresser les finances publiques. Ça ne vous étonnera pas. Là, évidemment, on taxe vraiment l'ensemble, comment dirais-je, des Français. On taxe déjà des Français qui souvent sont dans une précarité très forte. Notamment, on n'en parle pas assez, mais la précarité énergétique. On va taxer des personnes âgées qui sont celles qui utilisent le plus les mutuelles. Alors ça va pour les gens qui ont des pensions 1500, 1600, 2000 euros. Mais pour les gens, vous avez vu que les franchises donc augmentent également. Donc je trouve que le signal est détestable. On aurait pu décider de taxer autre chose. On va faire les fonds de tiroir également en durcissant encore les règles de l'assurance chômage. On prend de l'argent partout. Je comprends bien qu'il faille combler les trous, mais attention à la colère. Regardez en Allemagne, le ministre des Finances, de l'économie et des finances a dit il manque 12 milliards. Qu'est-ce qu'on a fait? La taxe sur le GNR. Résultat des courses, ça fait 3 semaines que l'Allemagne est bloquée par les agriculteurs. Attention au sentiment d'injustice. Il y a l'économie et il y a le réel, il y a le ressenti, il y a l'économie, il y a ce que ça envoie. Ce que ça envoie, c'est détestable pour 75% des gens. Voilà. François de Rugy, est-ce que c'est la fin du quoi qu'il en coûte que maintenant on rembourse? Oui, d'une certaine façon. Bruno Le Maire, je pense, l'a bien expliqué. C'est un peu un retour à la normale qui fait mal. Ah oui. Mais moi, c'est que le début. Quand j'étais ministre, j'ai vécu déjà une augmentation assez forte des prix de l'électricité. J'avais cherché par tous les moyens de l'amortir, de la réduire. Et je me souviens, le PDG d'EDF de l'époque avait dit sur une autre antenne « Ah, mais il n'y a qu'à baisser les taxes. Si l'État ne veut pas que les prix augmentent, il n'entendait pas que lui, EDF, fasse un geste. Donc c'était à l'État de baisser les taxes. » Et le journaliste lui demande « Ah bon, mais comment on fait pour financer ?» Il dit « Il n'y a qu'à augmenter les taxes sur les carburants. » Vous voyez la popularité d'une telle mesure. Si aujourd'hui on disait plutôt que d'augmenter les taxes sur l'électricité, on va les augmenter sur autre chose. Moi je pense le fait qu'il ne soit plus là n'est pas par hasard. Ce qui ne serait pas forcément plus populaire d'ailleurs, mais à mon avis plus vertueux économiquement, serait d'essayer de réduire les dépenses. Mais vous avez remarqué que même dans la conférence de presse du président de la République il y a quelques semaines, moi j'ai plutôt entendu des dépenses supplémentaires que des annonces de vraies économies. Il a d'ailleurs dit, le président, c'est un peu sa ligne économique. Oh mais on va payer la dette par la croissance. Mais encore faut-il qu'il y ait de la croissance économique. Oui. J'ai donné tout à l'heure des exemples où malheureusement en France on produit moins. Donc c'est ça le débat, il devrait être là-dessus plutôt que de se focaliser juste sur cette hausse qui encore une fois fait mal. Sylvain Bersinger, on rappelle que vous êtes économiste chez Astérès, c'est un cabinet de conseil dans le domaine économique. Bersinger-Torix chez Astérix. C'est ça que c'est Astérès, ne vous inquiétez pas. Ça fait très sérieux en plus. La fin du quoi qu'il en coûte, là c'est que le début des augmentations d'impôts, parce que en fait c'est pas l'électricité qui a augmenté, c'est une taxe qui a été rétablie, et une taxe à 6 milliards quand même. Oui, bien sûr, c'est une augmentation des impôts qui fait suite à une baisse. Donc c'est un peu, disons, une sorte de retour, entre guillemets, à la normale. Après, la fin du quoi qu'il en coûte, alors je pense qu'il faut peut-être préciser ce qu'on entend par quoi qu'il en coûte. Ma vision du quoi qu'il en coûte, c'est les aides très massives pendant la pandémie, qui étaient, à mon avis, totalement justifiées. Il fallait empêcher un effondrement économique. Et après, on a eu une autre phase 2022, où il y a eu notamment le bouclier tarifaire, qui a coûté très cher. Je ne sais pas si on peut encore parler de quoi qu'il en coûte à ce moment-là. À mon avis, le quoi qu'il en coûte s'arrête à la fin de la pandémie. Mais on peut en discuter. Je suis d'accord, moi. A priori, oui. Moi, je trouve que... Même s'il s'arrête, il faudra le rembourser un jour. Enfin, peu importe. Oui, non, mais il n'était pas payé. Je suis totalement d'accord qu'il y a une question. En fait, il y a une sorte de quadrature du cercle entre les demandes sur le pouvoir d'achat, sur les déficits publics, sur les services publics que veulent recevoir les Français. Donc, on a une équation assez complexe. Mon sentiment, c'est qu'on aurait pu être plus économe sur le bouclier tarifaire, qui a coûté extrêmement cher. On parle quand même de dizaines de milliards d'euros qui ont coûté à l'État et qui ont bénéficié à toute la population. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Madame. On devrait essayer, dans le contexte actuel, de plus cibler les mesures sur les ménages qui sont vraiment vulnérables. Typiquement, les cadres supérieurs parisiens peuvent payer un peu plus cher leur électricité ou leur plein d'essence. Et le problème des mesures type quoi qu'il en coûte, ou des mesures type baisse de TVA sur lesquelles moi je suis assez sceptique, c'est qu'elles touchent tout le monde. Ça bénéficie absolument à tout le monde et ça coûte à l'arrivée très cher. Moi, j'aurais été plutôt favorable à des mesures où on laisse les prix augmenter pour la plupart des ménages, et les ménages qui vraiment sont étranglés, parce que voilà, les ménages modestes, les ménages ruraux, les ménages qui se chauffent à l'électricité, pour qui voilà, c'est vraiment difficile, qui sont d'une précarité énergétique, là on met de l'argent. Et on aurait pu, à mon avis, avoir des aides pour les Français qui en ont besoin, qui auraient coûté beaucoup moins cher. Et donc maintenant, on se retrouverait avec un peu moins de dette publique. Donc je pense qu'il faut des aides pour les ménages qui en ont besoin, mais il faut des aides
à mon avis, plus ciblée. Et sur des ménages qui ont une certaine aisance financière et qui sont moins impactés, parce que ce que vous disiez est très vrai. Moi, j'ai fait mon petit calcul, cette hausse de 10% de l'électricité, ça va réduire de 6% le pouvoir d'achat des 10% des Français les plus modestes, mais seulement de 0,6, je crois que je me suis trompé, 0,6% le pouvoir d'achat des 10% des Français les plus modestes, mais seulement de 0,2% le pouvoir d'achat des 10% des Français les plus aisés, qui consacrent une part moins importante de leur budget à l'électricité. Donc je pense que dans le contexte actuel, où tous les ménages ne sont pas touchés de la même façon, il faudrait essayer de plus calibrer les mesures, en fait. Est-ce que pour vous, il n'y a pas en plus une forme d'injonction paradoxale, ce mot je l'aime beaucoup, dans le fait qu'en réalité, d'un côté, on explique qu'il faut absolument s'équiper entièrement en tout électrique, et le fait que cette augmentation, on se rend pas compte de ce que ça représente. J'en parlais avec un copain qui a 3 enfants et des ados, et puis des ados un peu grands et qui font des là. Il en est à 350 € d'électricité par mois. Donc c'est complètement énorme en réalité. Ça coûte cher les mômes, quand vous en avez 3 qui utilisent, etc. Il en sait quelque chose probablement, François. Mais je veux dire par là que c'est plus cher que le caddie d'alimentation. Il n'y a pas quelque chose de, et François, j'aimerais l'entendre aussi là-dessus, ancien patron de l'écologie aussi. Il n'y a pas une injonction paradoxale à nous dire équipez-vous tous en électricité avec ce coût de l'électricité qui flambe. Sylvain Bersanger. C'est vrai que, par exemple, la voiture électrique qu'on peut brancher chez soi, si l'électricité coûte plus cher, c'est moins incitatif. Ça reste beaucoup moins cher que le plein de carburant. Je suis d'accord. Il faut le redire à nos auditeurs, parce que beaucoup de gens là-dessus, malheureusement, sont trompés par des fake news ou par des informations tronquées. Même avec cette augmentation, faire son plein d'électricité chez soi pour une voiture électrique coûtera beaucoup moins cher pour le kilométrage équivalent qu'un plein d'essence à la station. Non, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que sur le côté injonction contradictoire, vous avez un petit peu raison. Le problème, c'est quand on veut trouver des recettes fiscales, arrive forcément un moment où on tape dans une dépense, une catégorie où tel ou tel ménage va dire bah oui, mais pour moi ça c'est important. Alors on veut taxer les carburants parce qu'on se dit ça pollue, c'est importé, etc. Mais il y a plein de ménages pour qui c'est indispensable de prendre sa voiture. Donc je suis d'accord qu'il y a un côté injonction contradictoire, mais quand on veut essayer de renflouer un peu les caisses de l'État... Pourquoi vous tapez pas sur les revenus les plus élevés, impôt sur la fortune... C'est un peu ce que je disais jusqu'à présent. Taxation, mais c'est ce que vous avez dit très bien, mais allons-y carrément. Taxation sur les produits financiers. Pourquoi est-ce qu'on a ce bouclier? On ne peut pas tout financer avec l'impôt de solidarité sur la fortune, même s'il était rétabli. Je n'ai pas dit que ça. La taxation sur les milliards par an. Mais là, on parle déjà rien que sur ça, de 6 milliards. Le bouclier tarifaire sur l'électricité, si j'ai bien entendu ce qui a été dit, pas simplement par Bruno Le Maire, par la presse, c'était 30 milliards sur l'année dernière, sur une seule année. Donc, il faut quand même se dire, voilà, les masses budgétaires sur lesquelles on joue. Mais pourquoi la France n'arrive jamais à faire des politiques ciblées comme ça, au nom de l'égalité? Elle impose des charges à tout le monde. Alors, je ne sais pas si c'est typiquement français. Je pense que les autres pays font des mesures assez similaires. Je pense que les mesures un peu générales ont le mérite d'une forme de simplicité. Et le problème, c'est quand vous faites des choses ciblées, il y a forcément une catégorie de ménages qui est juste à côté de la cible et qui dit pourquoi pas moi. Donc politiquement, c'est pas forcément facile. Notamment les classes moyennes. Et je sais que c'est une préoccupation. Il l'a dit à plusieurs reprises de Gabriel Attal, qui dit attention, si on ne fait que des mesures ciblées sur les premières tranches, les personnes revenus les plus modestes, ça veut dire que les classes moyennes se disent nous on trime, on travaille, on paye plein pot, alors que nos revenus ne sont pas très importants. Et se dire que ça va être que les plus riches qui vont payer, on sait bien que l'équation budgétaire à la fin ça marche pas. Quand on dit ça, en fait, on dit c'est tout le monde, les classes moyennes qui vont payer. Est-ce que finalement, selon votre regard d'économiste, est-ce que finalement la bonne solution, ça serait pas de redécouper les tranches d'impôts, d'imposition, d'en faire justement pour pouvoir de l'impôt sur le revenu. Oui, de l'impôt sur le revenu pour en faire justement pour pouvoir procéder, ce que disait Philippe. Mais la question pas qui se pose simplement, aussi, c'est une réflexion que excusez-moi, il n'y a que 43% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu. Ça pose aussi question. Mais ça, c'est autre chose. 25% des ménages payent 75% du volume d'impôt sur le revenu collecté. Justement, on ne parle pas. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce que c'est qu'ils ont déjà beaucoup augmenté les impôts. Mais c'est pas ça. Le sujet, on est tout à fait d'accord qu'on connaît très bien ce chiffre, mais ça ne peut pas être donné comme un argument par rapport à ce que je dis sur la ventilation des autres tranches. Est-ce que finalement l'augmentation des tranches, c'est une réflexion qui n'est pas simplement chez Mélenchon, elle est chez plein d'économistes européens. Est-ce que c'est pas ça la solution justement pour qu'il y ait moins de trous dans la raquette? Je pense qu'il y a déjà sur l'impôt sur le revenu une sorte de progressivité. Ça a été dit, bien sûr. Donc après, si on redécoupe un petit peu, peut-être qu'on va retrouver quelques centaines de millions en plus ici ou là, mais je ne pense pas que ce soit en redécoupant les tranches d'impôt sur le revenu qu'on changera fondamentalement l'équation de sur l'aide personnalisée, vous pensez pas?
avec des gens finalement qui rentreraient dans le cadre d'aide alors qu'avant ils n'y rentraient pas. C'est un sujet. Il y a déjà le chèque énergie, il faut jamais l'oublier, pour l'électricité, le gaz et le chauffage, il y a un chèque énergie qui est là justement pour les personnes aux revenus les plus modestes. Mais alors, oui. Et sur les mutuelles, parce que c'est vrai qu'on parle d'électricité, mais on ne parle pas des mutuelles, puisque finalement, aujourd'hui, les remboursements, enfin, il y a pas mal les dents, par exemple, c'était 70%, c'est passé à 60%, ce qui fait augmenter le taux des mutuelles aujourd'hui, qui pourrait faire un effort, soyons clairs. Et là, il n'y a pas quelque chose à trouver aussi, peut-être ? Alors, sur les mutuelles, leur rentabilité, si on regarde les résultats rapportés aux cotisations, a plutôt baissé ces dernières années. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une situation où les mutuelles feraient On avait parlé de surprofit à une époque, par exemple sur les gaziers, sur les transports maritimes. Donc, voilà, je ne pense pas qu'on soit dans une situation de surprofit. C'est vrai qu'on a une population qui vieillit, c'est vrai qu'on a des soins qui augmentent. Le coût des soins augmente parce qu'en fait, les soins, c'est beaucoup de main-d'œuvre. On veut tous des infirmières mieux payées, donc ça augmente les coûts de santé. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une situation où les mutuelles iraient réaliser des surprofits comme on a pu le voir. Mais elles ne sont pas déficitaires, rassurez-moi. Je m'inquiète d'un seul coup là pour les mutuelles. Elles ne sont pas toujours en très bonne santé financière. Non, elles sont, en gros, le ratio résultat sur les cotisations acquises, c'est 0,6%. Donc elles ne sont pas déficitaires, mais c'est pas non plus. C'est pas mirobolant. Voilà, c'est pas mais une question, on nous disait il fallait trouver 12 milliards, certains disaient même 15. Là, on en a trouvé 6. On va trouver les 6 ou 9 autres comment, Sylvain chez vous, Philippe David. Sous son matelas, ça c'est assez bien vu, je pense. Alors, là ça serait plutôt une question pour Bruno Le Maire, mais peut-être en faisant un peu plus de dette publique. Alors après, c'est vrai qu'on a plusieurs injonctions. Là, on parle d'hausse d'impôts. Emmanuel Macron avait lancé dans son intervention 2 milliards de baisse pour les classes moyennes. Donc, on a un peu des milliards ici ou là. Tout ça est peut-être plus en fait la communication politique que de la macroéconomie réelle. Parce que, alors, ok, quelques milliards, ça paraît beaucoup pour les Français. Il faut rapporter ça au PIB français qui est d'à peu près 2500 milliards d'euros. Donc, je pense qu'il y a de la part du gouvernement, et c'est normal, c'est leur métier de faire de la politique. Voilà, c'est d'envoyer des signaux. D'un côté, on montre qu'on est sérieux sur la dette publique en augmentant un peu les taxes ici. D'un autre côté, on montre qu'on va aider les classes moyennes en annonçant 2 milliards de baisse. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de communication là-dedans aussi. Autant que de politique économique. Il faudrait quand même revenir à un principe simple. Si on veut baisser les impôts, il faut baisser les dépenses. Et personne n'en parle. Pourtant, il y a quand même de la marge dans pas mal de secteurs. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès. Et puis ce livre, Les entrepreneurs de légende français, Henrique édition, Sylvain Bersinger. Allez-y, c'est le tome 2. Achetez le tome 1 pendant que vous êtes comme ça. Le tome 1 était déjà très bien. Oui, c'est très bien, très bien. Ouais. Merci beaucoup François Drougy. Merci à vous. Merci beaucoup François. Merci ma chère préférée adorée Cécile. Merci beaucoup Philippe Bilger. Et dans un instant, on va vous parler emploi avec Philippe David, bien entendu. La marque Mister Minute. Vous vous souvenez, Mister Minute, vous allez faire vos clés, vos talons. Vos talons de chaussures, des trucs comme ça. En tout cas, c'est une vieille entreprise et qui recrute énormément et avec beaucoup d'expertise. On en parle dans un instant. À tout de suite.